Salut, c'est Olivier Langlois, euh, coach de carrière pour les développeurs logiciels et tous les gens en TI. Dans cette vidéo-ci, c'est le dernier vidéo de la série. On a finalement terminé la configuration du serveur NAS Linux. Puis je vais conclure en présentant quelques options d'optimisation de performance pour les NFS. Je vais présenter les résultats que j'ai obtenus. Et puis, bon, je vais partager mes pensées sur le sujet, sur l'expérience que j'ai eue. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, euh, bon, ici on a le Mount NFS, ok, qui est dans le répertoire slash MNT NFS. Ok. Première chose que je vais faire, c'est que, bon, un truc d'optimisation qu'on peut faire, ça serait de jouer avec les blocs NFS. T'as le read size block et le write size block. Euh, la valeur maximum que ces deux paramètres-là peuvent avoir, c'est c'est 1 meg finalement. Ouais, c'est cette valeur-là ici. Je l'ai déjà au maximum. Ça, c'est une chose qui peut être jouée. Ensuite de ça, on peut aller jouer avec les, les paramètres de réseau, de TCP. Parce que NFS, la version 4 du protocole NFS, utilise TCP. Les autres versions, tu avais le choix entre TCP et UDP. Puis bon, il y a deux paramètres qui sont intéressants. En fait, qu'il faut s'assurer. Tu as, celui-là ici, RMEM, puis tu as WMEM. Initialement, cette valeur-là, par défaut, quand tu installes Linux, par défaut, cette valeur-là, c'est 16 kilooctets. Je l'ai doublé, je vais vous expliquer pourquoi. En TCP, il y a un calcul qui s'appelle le Bandwidth Delay Product. Puis ce que ça fait, ça, c'est un calcul qui détermine la valeur que les buffers de transmission et de réception, transmission dans celui qui envoie les données, puis le buffer de réception du côté de l'autre machine, le serveur, parce que ça, la valeur de ces buffers-là va déterminer le résultat de la négociation de la fenêtre entre les deux machines quand on établit une connexion TCP. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que une fois que la fenêtre est pleine, le transmetteur, lui, il va interrompre la transmission jusqu'à temps qu'il reçoive des acknowledgements de l'autre côté. Ce qui se passe, fait que là, à ce moment-là, c'est très simple de calculer en prenant compte du round trip time, qui est le temps que ça prend à un paquet de partir de la machine A, d'aller à la machine B, puis que la machine B réponde, puis que la réponse revient. Le temps que ça prend euh, à l'échange, on appelle ça le RTT. En fait, c'est la valeur qu'on obtient en faisant un ping, tout simplement. Donc, étant donné que je suis à côté de la machine, le ping est très, très, très rapide. J'ouvre une parenthèse comme ça aussi. Les valeurs de ping qu'on obtient avec Linux sont beaucoup plus précises que celles qu'on peut obtenir avec Windows. Avec Windows, je crois la granularité minimale que j'ai vue, je crois, moi, c'est le milliseconde. C'est-à-dire que si on avait une machine, on faisait un ping à partir d'une machine Windows, il dirait soit 0 ou 1 milliseconde. Bon, on a assez d'échantillonnage. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'average. Moi, j'ai un average qui est différent de tantôt. Bon, ok. Là, j'ai déjà préparé les petits calculs ici pour calculer le bandwidth delay ratio. Donc, ma connexion à la maison, c'est du 1 gigabit par seconde, qui veut dire c'est du 1000 mégabits par seconde. Si on convertit les bits en bytes, en octets, on divise par 8, ça donne du 125 mégabytes seconde, ou encore du 125 millions
de bytes par seconde. Le RTT, bon, j'avais calculé 0.22 millisecondes, mais là, c'est un petit peu plus petit que ça. Donc, si c'est plus petit, donc, la valeur de buffer devrait être plus petit. Bon, je vais garder cette valeur-là ici de 0.22. Puis ensuite, ben, le produit, c'est tout simplement l'addition de ces deux valeurs-là. Puis ça donnait 27 500 octets. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est, étant donné la vitesse de mon réseau, étant donné le temps que ça prend une réponse pour revenir, il faut que le buffer soit suffisamment grand pour remplir, pour remplir le tuyau, ou il appelle ça un pipe, mais en fait le réseau. Il faut que je sois capable d'envoyer au moins 27 500 octets sans avoir à attendre un acknowledgement de l'autre ordinateur. Donc, si on revient ici, quand je vous ai dit le write memory, qui est le buffer de transmission, était à 16 kilooctets. Pour utiliser la pleine vitesse d'un NFS que mon réseau 1 gigabit permet, il faut que j'augmente cette valeur-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai doublé cette valeur-là. Comment qu'on fait pour configurer ça? Ben, en fait, quand on est dans Proc, en étant en route, on peut tout simplement faire un écho puis la valeur qu'on veut, donc 32, 7, 6, 8. On met ça dans comme ça. Mais si là, par contre, en faisant ça, c'est que le changement ne sera pas permanent. Au prochain redémarrage, ça va revenir à la valeur initiale. Donc, dans le répertoire ETC, sous-répertoire 6CTL, on peut rajouter un fichier comme ça. Puis, c'est la syntaxe, en fait. C'est tout ce qui est autour de proc6. On peut aller configurer n'importe quelle valeur en faisant... en fait, c'est pas vrai, hein. Ça aurait été echo, puis ensuite de ça, ça aurait été les trois valeurs. Vous voyez, ça prend trois valeurs. Ça, c'est la valeur minimale qu'un autre va permettre. Ça, c'est la valeur par défaut. Puis ça, ici, c'est la valeur maximale qui est permise. Mais bon, tout ce qui est en dessous de ça, c'est pour traverser les répertoires, on dit net, point. Ensuite, il y a un autre sous-répertoire. Puis finalement, c'est le nom de la variable. Puis ensuite, c'est la valeur qu'on veut assigner à cette variable-là. Et voilà. Donc, une fois qu'on a créé ce fichier-là, à chaque redémarrage, euh, les paramètres vont être configurés correctement. Puis, puis c'est ça. En fait, dernière chose que je veux apporter à cette optimisation-là, est-ce que c'est bien grave de doubler la valeur de la grosseur euh, du buffer de transmission par défaut, passer de 16 à 32 kilooctets? Je vous dirais, à moins d'avoir un très gros serveur, j'ai déjà travaillé sur un serveur qui avait une centaine de milliers de connexions. Ben là, de passer de 16 kilooctets à 30, ça fait 16 kilooctets de plus multiplié par 100 000 connexions. Mais même là, c'est pas vite comme ça, c'est pas totalement énorme, c'est quelques mégaoctets. Mais sur une machine de monsieur, madame, tout le monde avec moins de 1000 connexions TCP, la différence que ça va faire dans l'usage mémoire est complètement ridicule. Donc, c'est pas un souci à ce niveau-là. Puis, 32 kilooctets pour être capable de transmettre à pleine vitesse en deux ordinateurs sur le même réseau. C'est ça. En tout cas, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Dans la description du vidéo, je vais, euh, je vais fournir une référence d'un livre qui explique plus en détail ce concept-là de Bandwidth Delay Product. C'est un livre de Richard Stevens. Le, le livre s'appelle Unix Networking Programming Volume 1. C'est pratiquement une bible en programmation TCP puis en programmation réseau. Fortement recommandé pour les gens qui veulent devenir des experts dans ce domaine-là. Finalement, troisième façon qui peut être optimisée, c'est de changer
la taille des frames Ethernet. Les cartes réseau à 1 gigabit euh, permettent de changer le MTU comme ça ici. Ça, c'est une vieille carte réseau, donc la seule taille qui est permise, c'est 1500 et 4000. Les cartes plus récentes, 1 gigabit, offrent aussi la taille de 9000 octets. Euh, je vais vous montrer comment on fait pour le changer. C'est IP link 7, ensuite le nom de l'interface, TH0, MTU, puis ça serait 4000 comme ça. OK. On va regarder si ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Bon, mais je vais le remettre à 1500 parce que, bon, j'ai fait des tests. À chaque fois que vous faites des changements de paramètres dans le but d'optimiser la performance, bon, évidemment, il faut mesurer pour voir si ça a un impact. Moi, dans mon cas, j'ai essayé avec le MTU de 1500 et 4000. Évidemment, il faut aussi euh, que le MTU, la configuration sur l'autre ordinateur, dans notre cas Kimper 2, euh, match. C'est-à-dire, si moi ici je configure MTU 4000, sur l'autre machine, il faut aussi que le MTU soit 4000. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Euh, donc, c'est la troisième façon que vous pouvez essayer de configurer. Maintenant, euh, j'ai le répertoire. Non, c'est pas ici. Euh, c'est quoi? Je pense que c'est 1.2.1. J'avais un beau fichier de quoi de 2.5 GB, tiens, celui-là ici. On va copier ça. OK? Puis la façon de le copier, c'est j'utilise AirSync, qui a une option qui s'appelle dash progress, qui va donner le taux de transfert. Donc, allons-y. Combien de temps que ça prend? La dernière fois que je l'ai essayé, ça a pris une quarantaine de secondes. OK. Puis ça donne du 60 mégabytes par seconde. Vous allez voir, je vais le refaire une deuxième fois, puis ça va être beaucoup plus rapide. Puis la façon que j'explique ça, je vais vous le dire. Peut-être ça sera pas long, je vais juste donner quelques secondes. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Vous avez vu, 1 gigabit par seconde en mégaoctets par seconde, ça donnait 125 mégaoctets. Bon, ça y est. Donc, on va faire RM. C'est quoi? C'est MNT. NFS. OK, tiens, on va recommencer ça. Donc, je vais le refaire. Vous allez voir, la deuxième fois, c'est beaucoup plus rapide. Bon. OK, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, c'est que le disque dur source à partir duquel le fichier origine sur ma machine où est là-bas. Euh, et en fait, c'est le bottleneck du transfert. Il est lent ce disque dur-là. Cet ordinateur-là, il commence à être vieux. Il y a quoi? Il y a peut-être 7 ans. Il y a peut-être 7 ans, cet ordinateur-là. 6-7 ans. Euh, les disques durs sont devenus beaucoup plus performants depuis ce temps-là. Puis en fait, ce qui arrive, c'est qu'à la deuxième copie, euh, la grande majorité du contenu du fichier qui est copié vient pas du disque, mais il vient plutôt du page cache. C'est une autre chose qui est merveilleuse des machines Linux. Je crois que Windows est pas, est pas sophistiqué à ce point-là, mais il y a pas une telle chose que de la mémoire non utilisée sur un système Linux. Puis à ce moment-là, tous les fichiers qui sont lus sur le disque sont mis temporairement en mémoire, la mémoire qui est libre. Puis si jamais la demande en mémoire du système devient trop grande, bon, il va se débarrasser du file cache finalement que sur le disque. Mais c'est ça, à la deuxième copie, la grande majorité du fichier venait de la mémoire plutôt que du disque. Puis c'est pour ça que là, on a un taux de transfert hallucinant comme ça. En fait, ce qui est étonnant,
c'est que le taux de transfert est plus rapide que le taux de transfert maximum théorique qu'un lien 1 gigabit pourrait donner. Moi, ce que ça me dit, je soupçonne fortement que dans NFS, il doit y avoir une couche qui fait de la compression. J'imagine, si vous allez voir comment ça fonctionne NFS, ça utilise un protocole de plus bas niveau développé par Sun qui s'appelle XDR. Moi, je mettrais ma main au feu que c'est XDR qui fait de la compression. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'avoir un taux de transfert plus rapide que 125 mégaoctets par seconde. Bon, donc ouais, c'est excellent. Je pouvais pas imaginer avoir un taux de transfert meilleur que ça. C'est j'utilise pleinement mon lien 1 gigabit, donc je suis très heureux. Les performances de mon serveur NAS maison sont époustouflantes. C'est vraiment, ça me rend tellement très 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 heureux. Bon, ben, c'est ça. En plus de ça, est-ce que ça a donné la peine de faire un serveur NAS maison moi-même plutôt que d'acheter une petite boîte déjà toute faite qui reste juste à brancher et à utiliser? Comme le Seagate, le NAS Seagate, qui était, je pense, 150 ou 200 dollars. Je suis pas mal certain que, avec mon serveur NAS maison, j'ai des bien meilleures performances que si j'avais acheté la petite boîte Seagate. Ensuite de ça, j'ai une solution qui est beaucoup plus flexible. Je peux faire n'importe quoi. C'est vraiment un ordinateur complet que j'ai. Sky is the limit, mon imagination. Entre autres, mais je fais beaucoup d'encodage et d'éditage vidéo. Si je veux recompresser, eh bien, j'ai un bel ordinateur qui est allumé puis qui demande qu'à faire plein de calculs. Fait que je pourrais, même s'il n'est pas super performant, je peux faire de l'encodage vidéo H264 ou quelque chose comme ça sur cet ordinateur-là. Euh, fait que c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire, j'imagine, avec le petit Seagate NAS. Euh, bon, ensuite de ça, le seul inconvénient que j'ai trouvé de le monter moi-même, c'est que ça demandait énormément de temps. Un peu plus parce que j'ai documenté puis j'ai enregistré la procédure pour YouTube. Ça a rajouté du temps, mais quand même, ça a pris beaucoup plus de temps de monter toute la machine moi-même que si j'avais acheté la solution déjà toute faite au magasin. C'est un point à considérer. Par contre, le côté positif de la chose, puis je veux que vous le remarquiez, parce que je fais moi-même ce que je prêche. J'avais écrit une vidéo où je disais, ben écoutez, pour devenir un expert à Linux ou un expert whatever de ce que vous avez envie de devenir, vous pouvez le faire vous-même, puis vous n'avez pas besoin d'aller à l'école ou d'avoir un diplôme. Puis avant ce projet-là, j'avais jamais configuré de RAID sur Linux ou d'avoir fait de configuration NFS ou d'avoir joué avec un disque SSD. Puis j'ai tout appris moi-même, on the fly. Puis en fait, c'est vraiment important pour moi. Ce que j'enseigne, ce que je prêche, bien, je le fais. c'est, c'est, c'est pas de la bullshit quand je dis que vous n'avez pas besoin d'un diplôme ou d'aller à l'école pour devenir expert. Euh, Vous pouvez y arriver par vos propres moyens, puis ce projet-là, euh, cette série de vidéos-là est un parfait exemple de cette croyance-là que j'ai. Bon, bien, ça y est, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, un pouce par en haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce par en bas. Euh, Olivier s'en fout parce que les vidéos d'Olivier sont toujours vraies. Puis n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Au revoir.